Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, le sujet portera sur la résidence, le transfert de résidence fiscale de la France au Portugal. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Marta Machado de Almeida du cabinet Rodrigo Fernandes Ferreira à Lisbonne, qui va parler des sujets essentiellement portugais. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Robin Robert, je ne le présente plus, d'Avacor, qui parlera de la partie française. Je vous rappelle le format habituel, à peu près 45 minutes. On ne prend pas les questions en direct. Vous pouvez les poser à la fin du webinaire. On essaiera d'y répondre par la suite. Et tous les inscrits recevront la présentation sous le format replay. Comme d'habitude, nous allons présenter ce sujet à travers un cas pratique. Donc, nous avons un couple français qui souhaite s'installer au Portugal ou qui est déjà installé au Portugal, qui ont 2 enfants, un résident français et un résident au Portugal. Ce couple détient plusieurs actifs, des actifs immobiliers en France, au Portugal, ainsi que des comptes bancaires et des investissements immobiliers, respectivement au Portugal et en France. Donc, je vous pose directement la question à vous, Marta. Quelles sont les conditions d'installation, de transfert de résidence pour arriver au Portugal ? Alors, avant tout, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vous répondrai tout de suite. Juste, permettez-moi un petit mot juste pour remercier l'invitation, l'initiative et l'organisation de ce webinaire à Avacor, en particulier à Monsieur Aubin Robert et bien sûr à vous, Patrick. Merci pour cette invitation. Alors, en ce qui concerne les conditions pour l'installation d'un étranger et de ce couple en particulier au Portugal, la principale condition, elle est liée à la formalisation du droit de libre circulation que les citoyens de l'Union européenne ont bien évidemment dans le contexte des pays de l'Union européenne. Alors, effectivement, cette liberté de circulation existe, mais il faut la formaliser. Pour la formaliser, ces personnes et ces citoyens qui se changent doivent demander un certificat de résident, de citoyen de l'Union européenne. Ce certificat se demande à la mairie correspondante à la résidence, après bien évidemment être bien installé et avoir une adresse. Et une fois que ce document est émis, tout sera réglé en termes de droit d'immigration pour résider au Portugal. Ce certificat aura une validité de 5 ans, environ 5 ans. Et ceci dit, je laisse aussi la référence pour que, selon la loi qui règle les conditions d'autorisation de résidence pour les autres étrangers au Portugal, quelqu'un qui vit au Portugal pendant 5 ans avec une autorisation valide de résidence, telle que ce certificat, peut faire une demande de nationalité. J'imagine que ce n'est pas très intéressant pour un Français, mais en tout cas, je laisse la référence. Merci Martha. Et quelles sont les conditions, les critères de domiciliation au Portugal ? Alors, les critères sont très simples, ils sont alternatifs. Soit séjourner plus de 183 jours, disons 6 mois au Portugal, soit disposer d'un logement dans des conditions qui vont l'intention d'occuper la maison en tant que résidence principale. En tout cas, comme nous verrons par la suite, cette analyse devra toujours être complétée par l'analyse des critères internes dans le pays d'origine, ainsi que pour les critères qui seront prévus à la Convention, bien évidemment pour éviter une situation de conflit de résidence. Et si ce couple se transfère en cours d'année, à partir de quand ils deviennent fiscalement résidents au Portugal ? Alors, pour répondre directement à votre question, le moment où le couple deviendra résident fiscal au Portugal, ce sera le moment où une adresse portugaise sera associée à son numéro fiscal portugais, à son NIF. Je dis ça parce que normalement, en pratique, on fait une demande de NIF en tant que non-résident, avec l'adresse française, puisqu'on a besoin d'un NIF pour faire un contrat de location ou pour faire un achat. Et suite à cet achat, on change la résidence, on change l'adresse qui est associée à ce NIF et la personne devient résident fiscal au Portugal. Pour la première année de résidence, pour l'année de l'installation, c'est possible d'avoir une imposition partielle. Ça veut dire que la personne, pour les mois
imaginons comme ce cas-là, une situation d'installation en septembre. Entre janvier et septembre, le couple sera considéré non résident au Portugal. De septembre à décembre, il sera considéré résident et une déclaration concernant cette période devra être faite. Merci Martin. Aubin, du côté français, tu peux nous rappeler quels sont les critères de domiciliation? Alors en France, le domicile fiscal, il dépend de plusieurs critères. Ces critères, ils sont alternatifs. Ça veut dire qu'il suffit de répondre à un seul de ces critères pour être domicilié en France. On va tout d'abord regarder le foyer. Le foyer, c'est là où vit le conjoint et les enfants mineurs. On va aussi regarder le lieu de séjour principal. Alors là, il y a beaucoup de confusion sur ce critère. J'entends souvent dire, c'est bon, on ne passe pas plus de 6 mois en France. Attention, ce n'est pas ça le critère, c'est le lieu de séjour principal. Donc, si vous passez plus de temps en France que partout ailleurs, vous êtes domicilié en France. Prenons un exemple, si vous passez 5 mois en France, 4 mois à Maurice et le reste du temps en voyage, la France, c'est le pays où vous passez le plus de temps. Vous êtes domicilié fiscalement en France. Après, vous avez le critère de l'activité professionnelle principale. Et puis, vous avez un dernier critère qui est très important, qui est souvent méconnu, c'est le centre des intérêts économiques. Si vous avez le centre de vos intérêts économiques, c'est en pratique si votre principale source de revenus est française. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder tous vos revenus, les pensions de retraite, les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers. Et si votre principale source de revenus est française, vous avez le centre de vos intérêts économiques en France, vous êtes domicilié en France, et cela même si vous ne mettiez jamais un pied sur le sol français. Alors, ces critères, c'est le droit interne français. Il s'applique sous réserve de la convention fiscale. Il y en a une entre la France et le Portugal en matière d'impôt sur le revenu. En revanche, il n'y en a pas en matière de droit de donation et de succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien être domicilié au Portugal pour l'impôt sur le revenu, mais être toujours domicilié en France pour les droits de donation et de succession. Alors, c'est quelque chose. Alors, quelles conséquences? C'est quelque chose qu'on verra plus longuement ci-après. Est-ce que cette convention fiscale entre la France et le Portugal s'applique aussi pour ceux qui s'installent au Portugal selon le statut de résident non habituel? Donc, on va parler par la suite. Oui, alors ce statut, on va en parler plus longuement après. C'est un statut qui donne des avantages fiscaux. Et la question qu'il faut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'un résident non habituel est bien couvert par la convention entre la France et le Portugal? Alors, quels sont les enjeux liés à cette question? Le premier, c'est qu'il est plus facile d'être non résident de France en application d'une convention qu'en application du droit interne français. Et le deuxième, c'est que la convention fiscale retire à la France le droit de taxer certains revenus, je pense notamment aux pensions de retraite privées. Alors, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à l'article 4 de la convention fiscale qui définit la notion de résident. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette convention, cet article 4, il n'est pas conforme au modèle OCDE. Et notamment, il ne comporte pas la restriction qu'on trouve généralement dans les conventions fiscales qui prévoit qu'une personne n'est résidente au sens de la convention que si elle est taxée sur une base mondiale. Il n'y a pas, à ma connaissance, de contentieux, peut-être y en a-t-il. Je n'ai pas non plus connaissance de jurisprudence sur cette question. Cela étant, il y a eu un arrêt du Conseil d'État de juin 2020 à propos de l'ancienne convention franco-chinoise. Alors, cette solution, elle n'est plus d'actualité puisque, entre-temps, la convention entre la France et la Chine a été renégociée. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'article 4 de cette convention était rédigé de la même manière qu'avec le Portugal et que le Conseil d'État a accepté de considérer comme résident et d'appliquer la convention pour une personne qui n'était taxable que sur des revenus de source chinoise. Donc, ça nous donne de très bons arguments juridiques, selon moi, pour considérer qu'effectivement, un résident non habituel est couvert par la convention. Alors, en pratique, il faut quand même prendre quelques précautions, essentiellement des questions de preuve. C'est de s'assurer que vous payez effectivement de l'impôt au Portugal pour être en mesure de présenter et de montrer sa qualité de sujet fiscal au Portugal avec un avis fiscal si vous avez des questions de l'administration française. En cas de conflit de résidence entre la France et le Portugal, quels sont les critères permettant de régler ce conflit? Alors en fait, effectivement, vous avez des critères de résolution de conflit. Si une personne était à la fois considérée comme domiciliée au Portugal et en France par les droits internes de ces deux pays, ces critères ils sont successifs et non pas alternatifs comme les critères de droit portugais et de droit français. Ça veut dire qu'on va regarder le premier critère et puis si le premier critère permet de résoudre le conflit de domicile, on s'arrête là. Si ce n'est pas le cas, on passe au deuxième critère. Le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. En pratique, c'est en réalité un logement à disposition, que ce soit à titre de propriétaire, de locataire ou à titre gratuit. Si vous avez un logement uniquement au Portugal, vous êtes résident au Portugal. Si vous avez un logement dans les deux juridictions,
c'est là qu'on regarde le deuxième critère. Et le deuxième critère, ce sont les liens personnels et économiques. C'est beaucoup plus subjectif. Et si le juge considère qu'il ne peut pas le déterminer, il va alors regarder le troisième critère. Donc, le meilleur moyen pour quelqu'un qui voudrait être certain qu'il n'y ait pas de discussion sur sa résidence au regard de la Convention, c'est de faire en sorte de n'avoir un logement à disposition qu'au Portugal. Parce qu'on s'arrête au premier critère, on n'examine pas les critères qui suivent. Merci Aubin. Martha, donc nos clients s'installent au Portugal. Vous pouvez expliquer un peu le régime fiscal qui va s'appliquer? Bien sûr. Alors, pour un résident normal qui ne peut pas bénéficier du statut RNH, qu'on verra par la suite, la plupart des revenus, ou plutôt les revenus actifs qui proviennent du travail, comme les salaires, les revenus indépendants et aussi les pensions, sont taxés selon des taux progressifs. Et comme vous pouvez voir selon l'information qui est sur ce slide, les taux sont extrêmement élevés au Portugal. La dernière tranche s'arrête à 40-25 000 euros par an. Et à partir de ce montant, le taux progressif, le taux maximum qui est applicable est de 48%, ce qui est effectivement extrêmement élevé. Au-delà de ces taux progressifs, dans les cas où les revenus excèdent ce montant, il y a encore une surtaxe qu'on appelle de surtaxe de solidarité, qui elle-même est progressive. Ça peut aller jusqu'à 5%, et ce sont 5% qui s'ajouteront à ces 48%. Pour les autres revenus? Pour les autres revenus, des revenus de capitaux tels que dividendes, intérêts, les revenus fonciers ou pour des plus-values mobilières, on a un taux libératoire de 28% qui s'applique. Ok, donc on a beaucoup parlé de ce statut de résident non habituel. Vous pouvez expliquer en quoi il consiste? Bien sûr. Alors, le régime de résident non habituel, je vais parler pour l'instant que des conditions pour y bénéficier. Ce sont des conditions très simples à comprendre. D'une part, ne pas avoir été résident fiscal au Portugal dans les dernières 5 années. Et je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que tout à l'heure, j'ai dit que être résident fiscal, c'était avoir une adresse portugaise associée à un NIF portugais. Je l'ai fait exprès parce qu'effectivement, dans une situation où quelqu'un décide d'acheter avant de venir, ça peut arriver que lors de la demande de NIF, l'agent immobilier va proposer « vous pouvez mettre votre adresse portugaise pour la demande de NIF, comme ça serait fait, etc. » Et dans un cas comme celui-ci, si la personne revient 3 ans après, le jour où elle va faire la demande informatique pour être résident non habituel, sur le système, elle serait résidente fiscale dès l'année de l'achat, dès 3 ans. Ça veut dire que cette condition ne sera pas remplie. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est très important de faire les choses bien faites dès le début, sinon on peut avoir des problèmes. Ils se règlent, bien évidemment, mais ils sont bien sûr à éviter. La deuxième condition, c'est remplir les conditions pour devenir résident fiscal au Portugal, c'est-à-dire avoir une adresse qui fait supposer l'intention d'être résident ou rester plus de 6 mois, comme on a vu tout à l'heure. Une dernière référence aussi pour dire que l'obtention de ce statut n'est pas automatique, il faut le demander. Et pour le demander, il y a un délai. Le délai, c'est le 31 mars de l'année suivante à laquelle la personne a devenu résident fiscal au Portugal. D'accord ? Il dure combien de temps ce statut spécifique? Alors, les avantages de ce statut, elles ont une duration de 10 ans. Le jour où le statut est obtenu, le document qui est émis va établir la dernière année. Et les principaux avantages, comme on ira voir, ça serait effectivement de bénéficier de plusieurs avantages fiscaux, particulièrement sur les revenus de sources étrangères. Quels sont-ils? Alors, ces avantages, ils vont dépendre de la qualification des revenus qui sont perçus par ces personnes qui changent leur résidence. Pour chaque type de revenu, il y a des différentes conditions et ce raisonnement doit être toujours fait en combinant ce que dit la loi interne portugaise avec ce qui dit les conventions pour éviter la double imposition applicable. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'un régime que malgré les conditions pour y bénéficier soient simples, son application a quand même beaucoup de subtilité. Pour un salaire, quelqu'un qui vient au Portugal aura ce statut et perçoit un salaire de source étrangère payé par une société en France. Ce salaire sera exonéré au Portugal à condition
qu'il est effectivement imposé en France. D'accord? Ça, c'est la condition pour les salaires. Pour d'autres revenus, tels que revenus indépendants, revenus de capitaux, dividendes, intérêts, revenus fonciers et plus-values immobilières, le Portugal prévoit l'application d'une exonération au Portugal pour ces revenus de source étrangère, dès que ces revenus puissent être imposables selon la convention pour éviter la double imposition applicable. C'est le cas pour la plupart des conventions, pour les dividendes, pour des intérêts, pour des plus-values immobilières aussi. Ça veut dire que pour ces revenus, le régime au Portugal sera en principe de totale exonération. Après, le cas où cela ne sera pas vrai, c'est les plus-values mobilières. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la plupart des conventions signées entre le Portugal et les autres pays prévoient que seul le pays de la résidence a le droit d'imposer les plus-values mobilières. Alors, comme on a vu tout à l'heure, étant le pays de la résidence le seul qui a la compétence exclusive pour imposer, le pays de la source ne pourra pas imposer et comme la condition n'est pas remplie, on n'aura pas l'exonération et on aura notre taux interne de 28% qu'on a vu tout à l'heure. Pour les pensions de retraite, actuellement, on a un taux de 10% qui est applicable aux retraites de source étrangère. Qu'elles soient privées, c'est ça? Et privé, oui, exactement. Pour les publics, il y a des règles spécifiques. Alors, pour les revenus de source portugaise, effectivement, la plupart des avantages sont pour les revenus de source étrangère, puisque pour beaucoup de situations, on arrive à une exonération totale, mais il y a quand même des avantages, notamment si on nous rappelle des 48% qu'on a vu tout à l'heure, parce que les revenus de source portugaise, c'est possible de bénéficier d'une flat rate, d'une taxe, d'un taux fixe de 20% dès que l'activité exercée est prévue dans une liste. C'est ce qu'on appelle la liste d'activités à haute valeur ajoutée. Et à ce sujet, je souligne que c'est très important de bien vérifier l'inclusion de l'activité dans cette liste. C'est une liste qui est assez complète, mais il y a quand même beaucoup d'activités qui ne sont pas comprises. D'accord. J'ai une question, Martha. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxation, on doit quand même déclarer les revenus étrangers, ceux qui sont exonérés ou pas? Exactement. Lors du moment où on fera la déclaration annuelle, tous les revenus perçus doivent être déclarés. Les revenus qui concernent les personnes qui ont obtenu ce statut ont un annexe spécifique. Il n'y aura pas, la liquidation d'impôt sera à zéro s'il n'y a pas d'autres revenus, mais il faut toujours les déclarer, ainsi que les comptes bancaires étrangers. Pas le solde, mais l'identification du compte bancaire étranger. Merci, Martha. Aubin, du côté français, pour nos clients installés déjà au Portugal, que se passe-t-il sur les dividendes de source française? Alors, il y a une retenue à la source de 12,8%. D'accord. Et donc, exonéré du côté portugais, c'est ça? Exactement. Du côté portugais, les dividendes de source française, puisque la Convention prévoit la possibilité de la France les imposer, seront exonérés au Portugal, sans aucune limitation de montant. Et les plus-values mobilières? Les plus-values mobilières, elles seront uniquement taxables au Portugal, selon la Convention, puisque la Convention établit le droit d'imposer exclusivement au pays de la résidence, qui sera le Portugal. Après, il faut quand même en relativiser l'avantage. Donc, vous voyez, on n'est pas à une exonération. Donc, il faut le comparer avec le taux qui s'appliquerait dans une situation franco-française. Donc, la flat tax de 30%, voire 34% dans les scénarios les plus importants si on avait la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc, le gain, il est de 2 ou 6% au maximum. Et à ça, il faut aussi prendre en compte, on va en parler un petit peu après, le fait que dans certains scénarios, on aura de l'exit tax. Alors, l'exit tax, justement. Alors, voilà, cette présentation, elle est très dense. On avait prévu de parler plus longuement de l'exit tax. On va en dire seulement un mot rapide pour être exhaustif. Effectivement, l'exit tax, c'est un mécanisme qui permet à la France de taxer les plus-values latentes sur des titres au moment du transfert de résidence en dehors de France. Alors, il y a des conditions d'application. Je ne vais pas les développer ici. L'idée, c'est de dire, attention, il y a quand même l'exit tax. Ne l'oubliez pas. Alors, certes, il y a un sursis de paiement automatique pour un transfert dans un pays de l'UE, néanmoins, l'exit tax est là.
Merci. Concernant l'impôt sur la fortune immobilière, est-ce que nos clients français installés au Portugal seraient toujours redevables de l'IFI en France? Alors, déjà, ce qu'on peut souligner, c'est que la convention fiscale entre la France et le Portugal ne couvre pas l'impôt sur la fortune et qu'on va appliquer les règles de droit interne français et qu'effectivement, un non-résident est taxable à l'IFI sur les biens immobiliers français qu'il détient directement ou indirectement, sous réserve bien entendu qu'il soit au-dessus du seuil de taxation. Est-ce qu'il y a un impôt, Martha, au Portugal sur la fortune également? Alors, on n'a pas un impôt sur la fortune tel qu'il existe en France, mais on a une surtaxe d'impôt foncier qui s'approche un petit peu de l'impôt sur la fortune. C'est un impôt sur le patrimoine, puisqu'il s'applique à la somme des valeurs fiscales des biens immobiliers détenus au Portugal. Les valeurs fiscales au Portugal sont bien évidemment plus basses que la valeur du marché, normalement 20% plus basse, au moins 20% plus basse. Et cette surtaxe, elle s'applique dans les situations où le patrimoine immobilier excède une valeur. Ici, les valeurs, ces 600 000 sont les valeurs prévues pour la détention individuelle, mais on a la possibilité de faire l'option pour l'imposition conjointe. Et dans ce cas-là, cette surtaxe s'appliquera uniquement à partir de 1 200 000 € de patrimoine immobilier. Les taux, ils seront progressifs. Merci. Donc on a vu l'aspect fiscal, on va maintenant aborder l'aspect successoral. Donc, savoir quelles sont les règles applicables en matière de succession une fois que ces clients, ces contribuables sont installés au Portugal. Alors, en effet, en pratique, c'est quelque chose ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de gens, dans le meilleur des cas, qui se préoccupent de la fiscalité, mais qui ont tendance à oublier les aspects civils. Et il est effectivement important de se demander quelle va être la loi applicable qui va être à votre succession. Depuis août 2015, vous avez un règlement communautaire qui s'applique aussi bien au Portugal qu'en France, qui prévoit que la loi successorale sera la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Donc, dans notre cas, par hypothèse, le Portugal. Qu'est-ce que ça donne en image? Ça veut dire que c'est la loi successorale portugaise. Alors attention, on parle bien de droit civil pour le moment, on parlera de fiscalité après. C'est la loi successorale portugaise qui va s'appliquer à tous les biens, qu'ils soient de nature mobilière ou immobilière, et qui soient situés en France ou au Portugal. Donc c'est donc la loi par défaut, c'est donc la loi portugaise qui va dire quels sont les droits du conjoint, est-ce qu'il y a des héritiers réservataires et dans quelle proportion. Est-ce que ces personnes peuvent choisir une autre loi applicable? Alors, le règlement communautaire que j'évoquais permet en effet d'opter pour sa loi nationale. Donc, un Français ou un Franco-Portugais, il a la possibilité d'opter pour la loi successorale française. Et qu'est-ce que ça donne en image? Tout le contraire de ce qu'on vient de voir, c'est que là, c'est la loi successorale française qui s'appliquera à l'intégralité du patrimoine, quelle que soit sa nature et quel que soit son lieu de situation. Et dans notre exemple, quel serait l'intérêt de changer ou de choisir une ou l'autre loi? Alors déjà, il y a un certain nombre de nuances qu'on va évoquer après entre le contenu des deux lois, les lois portugaises et les lois françaises. L'avantage que j'y vois, c'est que ça permet d'opter pour une loi dont on est déjà familier, donc qu'on connaît au minimum déjà un peu, d'opter pour une loi dont on parle la langue, et ça c'est quand même très important. Ça permet aussi de faire concorder la loi applicable à son régime matrimonial et celle applicable à sa succession. Alors un point très important, parce que je sais que ça va susciter des questions, attention, ne pas confondre le droit civil et le droit fiscal, ce sont deux corpus de règles totalement différents. Ce n'est pas parce que la loi successorale portugaise va s'appliquer à votre succession qu'il n'y aura nécessairement pas de fiscalité française. Et inversement, ce n'est pas parce que vous allez opter pour la loi française sur le plan civil que ça va nécessairement engendrer une fiscalité française. Ce sont deux règles différentes. Alors, si on doit comparer donc, les règles de dévolution entre les deux pays, quelles sont les grandes différences? Alors, au Portugal, dans une situation où il y aura un conjoint et des enfants, la règle dit que la division sera faite selon le nombre d'héritiers, sachant que la part du conjoint ne peut jamais être inférieure à un quart. Donc, côté français, le conjoint il a le choix en principe entre un quart en pleine propriété ou l'usufruit de l'intégralité de la succession sous réserve qu'il n'y ait que des enfants communs. Donc ça, c'est déjà une différence très importante, c'est qu'à défaut d'avoir planifié quoi que ce soit, eh bien, on risque d'avoir des mauvaises surprises parce que quelqu'un qui s'imaginerait que son conjoint va recevoir l'usufruit de la succession comme il le recevrait en droit français, s'il n'a rien fait, ce n'est pas le cas.
le conjoint ne recevra qu'une part en pleine propriété en concours avec les enfants. Alors justement, les enfants, quels sont les droits des enfants au Portugal par rapport à la France? Alors, en ce qui concerne la réserve héréditaire en cas de testament, en cas d'existence d'enfants et de conjoints, la réserve héréditaire sera de 2/3 du patrimoine. En cas d'existence uniquement du conjoint, c'est-à-dire en cas d'absence d'enfant, la réserve héréditaire du conjoint sera de la moitié du patrimoine. Alors, côté français, là, vous voyez, on peut constater qu'il y a encore des différences. Déjà, côté portugais, on peut voir que la réserve, elle est fixe, la réserve des enfants. Alors, côté français, elle dépend du nombre d'enfants. Et puis, il y a une différence très importante, c'est que le conjoint est réservataire, même en présence d'enfants en droit portugais, ce qui n'est pas le cas en droit français. Donc ça, c'est un point qui peut faire pencher en faveur d'une option pour la loi française. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait s'assurer que son conjoint n'est pas réservataire alors qu'il a des enfants, bien, le moyen pour ça, c'est d'opter pour la loi française. Ensuite, en l'absence d'enfants, aussi bien en droit portugais qu'en droit français, le conjoint est réservataire, mais ce qu'on peut constater, c'est que la réserve est plus faible en droit français qu'en droit portugais. Donc, celui qui voudrait que son conjoint ait une réserve plus faible, il vaudrait mieux que ce soit la loi française qui s'applique. Merci, Aubin. D'un point de vue fiscal, y a-t-il des grandes différences entre les deux pays? Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de convention fiscale, on l'a déjà dit, entre la France et le Portugal en matière de succession et de donation. Ça veut dire que chaque pays va appliquer ses propres règles de taxation. Et là, on va passer un peu de temps sur ces règles parce que c'est très important de les comprendre parce qu'il y a malheureusement souvent beaucoup de gens qui sont partis au Portugal ou qui envisagent de partir pour de mauvaises raisons. Ils se disent, bah, c'est bien, il n'y a pas de droit de succession. Alors, je mange un peu déjà sur la partie de Martha, j'en suis désolé, mais il n'y a pas de droit de succession, on va partir au Portugal. Et ils ont oublié les règles françaises. On va évoquer ci-après. Oui, c'est bien ça. En ce qui concerne le régime fiscal des successions et donations au Portugal, ces transferts de propriété dans ces termes seront exonérés au Portugal dès qu'ils arrivent en ligne directe, entre descendants directs. Hors de ces situations, on a un taux d'impôt qui est fixe, qui n'a pas de progressivité de 10%. Côté français, ça dépend du lien de parenté. On peut rappeler qu'en ligne directe, donc de part à enfant, un barème progressif qui s'applique à chaque part héréditaire et qu'on peut atteindre 45%. Donc, le match, comme souvent en foot aussi, en fiscalité, il est vrai aussi, 0% côté portugais, 45% côté français, c'est vite vu. Et justement, pour quitter justement les règles françaises en matière de succession, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on revient sur ce slide qu'on a déjà vu, mais c'est important de bien comprendre les enjeux. C'est que vous pouvez très bien être résident au Portugal pour l'impôt sur le revenu grâce à la Convention, mais être domicilié en France au regard des critères de droit interne. Et en général, c'est parce que vous avez le centre de vos intérêts économiques en France. Parce que les Françaises aiment bien l'immobilier, ils ont beaucoup de revenus fonciers, ils ont gardé de vieux contrats d'assurance vie, etc., où ils ont souvent aussi des pensions de retraite. Et ça nécessite de s'assurer qu'on n'a pas le centre de ses intérêts économiques en France et donc parfois de faire des arbitrages patrimoniaux. Pourquoi? Parce que sinon, ça va avoir deux impacts. Un sur votre domicile fiscal et deux indirectement sur la base de taxation selon les règles qu'on va évoquer. Alors justement, quelles seraient les conséquences si d'aventure la résidence fiscale était remise en cause? Typiquement, ça change du tout au tout, puisque une personne qui est domiciliée en France au sens des règles que je viens d'évoquer, sa succession est taxée sur une base mondiale, quel que soit le lieu de situation des héritiers, quel que soit le lieu de situation des biens, donc France ou Portugal. Et ça, c'est vrai aussi pour les donations. Et j'insiste, alors même que cette personne, elle est peut-être tout à fait résidente au Portugal pour l'impôt sur le revenu. Ce sont deux corps de règles totalement différents. Donc, s'il n'y a pas cette problématique-là, quelles seraient les règles fiscales applicables? Alors, si la personne est bien non domiciliée en France, donc par définition au Portugal, ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'on va regarder où sont domiciliés les héritiers. Et si parmi les héritiers, il y en a qui sont en France et qui l'ont été pendant plus de 6 ans au cours des 10 années qui précèdent la transmission, que ce soit une donation ou une succession, et la part qu'il reçoit, que ce soit des biens mobiliers, immobiliers situés en France ou au Portugal, elle sera taxable en France. Si tout le monde est en dehors de la France? Si tout le monde est bien en dehors de la France, les biens français
resteront néanmoins taxables en France. Et parmi les biens français, on parle évidemment de biens immobiliers, de part de SCI, de part de sociétés françaises, mais aussi de titres cotés français qui soient déposés en France, au Portugal ou ailleurs. Alors, quelles seraient les solutions si d'aventure les règles françaises s'appliquaient? Comment on pourrait réduire la facture? Alors, on a à notre disposition toutes les solutions classiques, donation en pleine propriété ou en nue propriété. Je ne vais pas développer ici toutes ces options. Vous avez la souscription de contrat d'assurance vie. L'idée derrière ça étant pas d'éliminer complètement la taxation, mais d'en réduire la facture. On va l'évoquer sur le slide d'après. Et puis, il y a une troisième option, c'est le changement de résidence fiscale des enfants. Je le répète, je le dis souvent, un changement de résidence fiscale, ça ne se décrète pas, ça se vit. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt à en tirer les conséquences. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien. Alors, l'assurance vie, peux-tu nous donner un peu plus de détails? Oui, parce que alors, si vous versez les primes avant 70 ans, ça permet de bénéficier d'abattements complémentaires, donc qui s'ajoutent aux abattements qui s'appliquent en fiscalité successorale, et puis de taux de taxation à 20 ou 31,25. Donc, pour simplifier, ça permet de réduire la facture globale, ça ne permet pas de l'éliminer totalement. Quels sont donc les points d'attention qu'il faut prendre en compte au moment du départ de la France pour le Portugal? Quels sont vraiment les points importants que ces clients doivent prendre en considération? Donc, un résident non habituel, selon moi, hein, c'est mon humble position, dispose d'arguments juridiques pour invoquer l'application de la convention fiscale entre la France et le Portugal. Ce n'est pas suffisant, il faut aussi bien entendu s'assurer qu'on est bien résident au Portugal au regard des critères conventionnels qu'on a évoqués plus tôt. Et du point de vue portugais, c'est très important de comprendre que ce régime fiscal des résidents non habituels étant très attractif, ne permet pas de bénéficier d'exonération totale en principe. Il faut vraiment analyser cas par cas pour comprendre quel sera l'encadrement selon la qualification du revenu impliqué et selon la source. Merci Martin. Après, retenir que la loi successorale portugaise, si applicable, s'appliquera à tous les biens français et portugais et que, comme Aubin a bien expliqué, les nationaux français peuvent opter pour l'application de la loi successorale française selon le règlement européen. Donc, attention à la notion de domicile fiscal en matière de donation et de succession. On insiste là-dessus, mais c'est souvent le plus là-dessus qu'on doit intervenir sur les dossiers dans des relations franco-portugaises, que, en tout état de cause, la part reçue par des héritiers domiciliés en France sera taxable en France au droit de donation et de succession. Et même si tout le monde est bien résident au Portugal et non domicilié en France, en tout état de cause, les biens situés en France resteront taxables en France. Et enfin, pour conclure, et donc, il faut anticiper pour diminuer la fiscalité de la transmission en France. Se rappeler qu'il n'existe pas de solution universelle et que chaque cas particulier doit être analysé, sachant que pour cette analyse, c'est important de le faire des deux côtés, du côté du pays d'origine et du côté du pays de la résidence, c'est-à-dire en France et au Portugal. Et puis après, dernier point, effectivement, le diable se niche dans les détails. Et comme le disait très justement Martha, dans une situation internationale, notamment franco-portugaise, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une solution française, ce n'est pas une solution portugaise, c'est une solution franco-portugaise, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne dans les deux pays. Merci Aubin, merci Martha. Martha, j'avais une question directement pour vous. Vous qui êtes à Lisbonne depuis très très longtemps maintenant et qui êtes spécialisé dans le domaine, quel est le profil des clients français qui s'installent au Portugal depuis que cette loi sur le résident non habituel existe? C'est une question intéressante parce que effectivement, je dirais que de mon expérience, on a un peu l'impression que le profil change au fur et à mesure que le temps avance. Ce régime existe dès 2009. On a déjà eu les premiers résidents non habituels qui ont terminé la période de 10 ans. Et au début, je dirais qu'on avait plutôt des retraités qui venaient. C'était un peu les retraités qui avaient un peu déjà le mindset de sortir de France pour aller au Maroc, en Tunisie, mais qui ont mis le Portugal, si vous voulez, dans les options. Et au début, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retraités. Avant, on avait aussi le régime d'exonération totale pour les pensions de retraite et c'était effectivement très attirant.
Après, on a commencé à assister à des familles encore en vie active qui ont changé leur résidence avec les enfants qui venaient vivre au Portugal, étudier au Portugal. Et effectivement, des personnes avec plus de patrimoine, si vous voulez. Et plus récemment, dès qu'on a eu cette situation pandémique, on assiste aussi à beaucoup de personnes qui maintiennent les liens professionnels qu'ils avaient en France, mais qui décident d'exercer le travail dans la modalité de télétravail et de vivre au Portugal. Et c'est clairement des situations où l'inclusion de l'activité dans la liste est très, très importante. Et c'est, si vous voulez, les plus récents qu'on a eu en termes de profil. Merci Martha pour cette précision. Donc, il s'agissait du 7e événement, du 7e webinaire sur les sujets patrimoniaux internationaux d'Avacor. Je rappelle qu'ils sont tous disponibles en replay sur le site internet. Et merci en tout cas de votre fidélité. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui à vous être inscrits à cet événement. Merci Aubin, merci Martha. On vous souhaite une très très bonne continuation, une très bonne journée à tous et on vous dit à bientôt. Au revoir.